Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La ministre de la Culture était à Meisenthal pour l'inauguration du nouveau site verrier. On va largement en parler dans le JT. Voici les titres. Une ministre à Meisenthal, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a officiellement inauguré le site verrier après 4 ans de travaux de réaménagement. Cérémonie officielle et discours ont salué ce projet de 18 millions d'euros, porté par la communauté de communes du Pays de Bitche, qui a bénéficié de 62% de financement émanant de partenaires publics et privés. En amont de l'inauguration officielle, la ministre de la Culture a visité l'ensemble du site verrier de Meisenthal. Rima Abdul-Malak a rencontré les équipes du Musée du Verre, de la Halle Verrière et du Centre international d'art verrier en pleine activité de production. Le Festival du film arabe de Famec fait à nouveau étape à Sarreguemines. Jusqu'au 18 octobre, 5 films sont projetés au Cinéma Forum. Lors de la soirée inaugurale de cette 33e édition, l'ensemble El Ouns a animé la soirée en musique en amont de la projection du film Le Dernier Piano. Et ce week-end était aussi sportif. David, quelles sont les disciplines à l'honneur dans ta chronique aujourd'hui? Oui Julia, on va parler du 5e tour de la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end. Il y aura aussi du tennis de table, du badminton, du basket et de la course à pied, sans oublier le canoë-kayak. Et avant de t'atteler au sport, tu étais à Meisenthal vendredi avec Thibaut Desmerlet. C'était un grand jour pour le site verrier. Les travaux de reconversion du site achevés, le temps était venu de l'inaugurer. À cette occasion, une invitée de marque s'est déplacée, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Elle était dans la boîte noire pour participer au geste inaugural. Les élus, les officiels et de nombreux invités étaient présents pour écouter les discours et assister au dévoilement de la plaque. Une mise en scène particulière était organisée. Reportage de Thibaut Desmerlet. Décollage pour la suite de l'histoire. Avec la participation du bras robotique de la compagnie Ulik Robotic Circus, la plaque se dévoile enfin. Après plus de 4 ans de travaux, le site verrier de Meisenthal voit la fin de son chantier. Un projet qui aura coûté environ 18 millions d'euros est porté par la communauté de communes du Pays de Bitche. Une centaine d'entreprises auront participé à cette réhabilitation. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, était présente pour participer à l'inauguration de ce lieu historique. Je ne sais pas si nous avons réussi à décrocher la Lune, mais force est de constater que le site verrier de Meisenthal, qui est né en 1704, a réussi, grâce à l'abnégation de générations d'hommes et de femmes, à traverser les époques et les défis imposés par l'histoire. Ce que je trouve comme point de jonction avec une vision en politique des métiers d'art, madame, et ce qui s'est fait ici, ça a été une ingénierie. C'est qu'en fait, c'est une relation qui s'est créée. Et c'est peut-être ça qui manque en faveur des métiers d'art en France actuellement, c'est qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de vision, ni de politique globale. On peut s'apercevoir aujourd'hui qu'une collectivité peut produire, la boucle de Meisenthal mais pas que, qu'une collectivité produit de la richesse, ce sont aujourd'hui des emplois, une collectivité a cette capacité aussi de rester l'acteur de son avenir. Meisenthal reste évidemment un service public, je crois que c'est important de le rappeler, reste aujourd'hui un lieu de convergence, reste et sera le vaisseau amiral de ce territoire, mais bien au-delà évidemment du Beachland. Ce renouveau qui se traduit d'ailleurs par ses succès culturels, économiques et touristiques, revendiqués par nos élus et ses acteurs, démontrant ainsi par cette réalisation que la ruralité a toute sa place dans cette France des territoires, qui ne s'arrête pas uniquement aux portes et aux limites des grands centres urbains ou des métropoles. Un projet cercle culturel, un projet de revitalisation, un projet fondé sur le patrimoine, mais surtout pour moi à la tête de la région, d'être la tête de proue d'un redémarrage et d'une mise en réseau de tous les métiers d'art à l'échelle de la région et peut-être de la nation. Il y a 2 phrases qui m'ont marqué tout au long de cette visite. La première, c'est « Demandez-nous la Lune » et « L'histoire continue ». Les 2 phrases ensemble trottent dans ma tête depuis tout à l'heure parce que je trouve que ça résume parfaitement l'ambition, l'énergie, la magie de ce lieu qui est unique en France, en Europe et visiblement au monde, d'après Yann Greenenberger. Les différents partenaires publics et privés ont cofinancé le projet à hauteur de 62% du coût total. Avec cette rénovation,
le livre continue de s'écrire pour le site verrier de Meisenthal. Avant l'inauguration officielle, la ministre a visité l'intégralité du site verrier, CIAV, Musée du Verre, Alverrières. Durant son parcours, elle a pu rencontrer tous les acteurs qui œuvrent au bon fonctionnement du site. Une visite que nous avons suivie de près. Reportage. Une ministre à Meisenthal, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a visité le site verrier avant qu'il ne soit inauguré. C'est la 4e ministre à faire étape dans la vallée des Mésanges, dont la dernière en date était Aurélie Filippetti. Est-ce qu'il reste des vases de glace? Oui, il en reste quelques-uns. Ils étaient partis à New York mais en 3 jours. On a notamment un qu'on a rapatrié de New York, de ma collègue du musée Bouffera, qui est dans les collections permanentes. Ah, ça va me toucher. La ministre ne le sait pas encore, mais une surprise lui est réservée. Au programme de la visite, un tour complet du site verrier, en commençant par sa boutique. Alors ils sont chacun uniques, ils sont soufflés dans le même moule, mais ils sont soufflés à la bouche, donc forcément à chaque fois différents. Il y a les vases, mais aussi les traditionnelles boules de Noël, même si la saison n'a pas encore commencé. La visite se poursuit avec le musée du Verre, qui retrace les 300 ans d'histoire verrière de la région. Alors qu'ici, on rentre dans le début du parcours permanent, consacré bien sûr aux techniques verrières, à l'ADN vraiment de Meisenthal, ce savoir-faire. Il y a également un espace dédié à l'Art Nouveau. Direction ensuite le CIAV en empruntant la passerelle qui relie les deux bâtiments. Et donc là, on va suivre Jean-Marc qui va réaliser un vase brindille. Donc un vase comme celui-ci. Alors c'est le petit frère du vase Douglas. Après avoir suivi les démonstrations des souffleurs de verre, c'est la surprise. Voilà, regardez. Je vais la prendre à date. Le premier. Cadeau de la maison, la ministre reçoit le premier numéro d'une édition spéciale du vase brindille de François Azembourg. La visite s'achève par la découverte des salles de concert, la halle verrière et la boîte noire. Le projet de reconversion du site verrier de Meisenthal avoisine les 18 millions d'euros. L'État l'a financé à hauteur de 20%, soit près de 4 millions d'euros. Tous ces bâtiments, qui regroupent les acteurs du site verrier, sont reliés entre eux par une nappe de béton, symbole d'un travail collaboratif et d'un objectif commun. Un chantier mené par les architectes Frix de Paris. On a fait d'autres équipements culturels publics, mais jamais dans des contextes ruraux. Il y a 700 habitants à Meisenthal, donc il y a une espèce de petit miracle en fait que ça puisse arriver ici tout de suite maintenant. Et quand on fait un événement, quand il y a un concert et qu'il y a 2000 personnes qui débarquent, on ne sait pas d'où viennent les gens, mais il y a 2000 personnes qui viennent assister au concert, c'est vraiment très chouette. Durant sa visite, la ministre de la Culture a rencontré différents acteurs du site, comme Lucien Fleck, un des bénévoles fondateurs du Musée du Verre, mais aussi des artistes et designers, toutes les personnes qui font l'ADN du site verrier. J'essaie d'en retenir cet alignement des planètes aussi entre les collectivités qui ont soutenu auprès de l'État ce projet de rénovation. L'énergie de toute cette équipe qui perpétue ses savoir-faire et la mobilisation de la jeunesse, tout ce que j'ai vu là en formation, et j'essaie de me dire comment retrouver les ingrédients de ce succès pour les déployer ailleurs en France. Meisenthal, une référence pour la France. Entre loisirs, tradition et renouveau, le site verrier présente un panel d'activités originales, une configuration rare, voire, selon les dires de certains, unique au monde. Et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a répondu aux questions des médias durant sa visite du site verrier de Meisenthal. Elle a affirmé son souhait de développer les métiers d'art et de faire connaître le savoir-faire français au-delà des frontières. Elle a cité la réhabilitation du site verrier de Meisenthal comme un exemple. On l'écoute au micro de Thibaut Desmerlet. Parmi les questions posées à la ministre de la Culture, nous lui avons demandé pourquoi elle tenait à faire cette visite au site verrier de Meisenthal. Meisenthal, c'est une histoire, c'est un modèle d'inspiration pour l'avenir aussi. C'est la tradition de savoir-faire d'excellence qui font la force de la France et qui se transmettent de génération en génération. Je viens de voir des jeunes en stage, en formation, qui ont envie d'en faire leur métier. Moi, j'ai pu précédemment travailler à New York et j'avais fait venir le CIAV pour un projet à Brooklyn et créer des vases qui ont été vendus et diffusés là-bas. Il y a un attrait pour ces métiers et ce savoir-faire français jusqu'à l'étranger, jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. Et c'était important pour moi, comme l'État a été partenaire de ce grand chantier de rénovation pour réaménager les espaces et en faire un lieu encore plus moderne, encore plus ouvert à la jeunesse, d'être présente pour inaugurer ces espaces, cette phase de fin de chantier, après 4 ans de chantier.
Par ailleurs, en tant que ministre de la Culture, je veux absolument porter une attention nouvelle aux métiers d'art, aux métiers du patrimoine, au design, à tous ces métiers qui sont des métiers d'avenir pour notre jeunesse et qui font la force des savoir-faire de nos régions. Donc nous sommes en train de travailler actuellement avec l'ensemble de l'écosystème de ces métiers à un plan ambitieux pour les métiers d'art, leur transmission, leur valorisation, leur préservation et leur développement. Une autre question était de savoir ce qu'elle avait retenu et ressenti. C'est de voir comment s'inspirer du succès de cette renaissance de Meisenthal, c'est véritablement une renaissance, pour déployer des projets similaires ailleurs en France en s'appuyant aussi sur des énergies similaires, des collectivités engagées, tous ceux qui voudront aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans ce plan métier d'art qu'on va déployer l'année prochaine. Et enfin, nous lui avons demandé si l'État participerait financièrement à d'autres projets du même type en province. On l'a fait d'ailleurs pendant le plan de relance, grâce au plan de relance avec les collègues en charge de la cohésion des territoires, de la ruralité et de l'artisanat. Il y a eu un plan par exemple pour les manufactures de proximité. Donc comment aider à la réinstallation ou à l'extension ou à la renaissance de manufactures dans diverses régions de France. J'ai été récemment à la Cité de la Tapisserie à Aubusson par exemple, c'est un modèle. Il y en a d'autres pour le textile, pour le bois, pour la céramique. J'ai été à Saint-Dizier pour voir où en était la fonderie et qu'est-ce qui peut en être fait aujourd'hui. Donc je continue aussi moi mon tour de France des savoir-faire pour repérer les bonnes initiatives qui pourraient être accompagnées dans les mois et les années qui viennent. La visite d'une ministre en milieu rural est un événement plutôt rare qui suscite toujours beaucoup de réactions. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les différents dirigeants du site verrier de Meisenthal. Voici leur réponse en images. Aujourd'hui, déplacement de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture au site verrier de Meisenthal. Que pensez-vous de cette visite ministérielle ? C'est évidemment un honneur, c'est un grand plaisir. Et puis c'est surtout l'opportunité de faire rayonner le patrimoine de Meisenthal, constitué depuis des générations par beaucoup de passionnés qui sont investis pour constituer cette collection. Beaucoup de personnes qui ont contribué à la réalisation de ce musée. Et aujourd'hui, c'est une fierté effectivement que la ministre soit intéressée à tout ce parcours. Elle y a trouvé beaucoup vraiment d'intérêt. Donc c'est un vrai bonheur. Je crois que c'est une belle reconnaissance un peu de tout ce travail qui a été réalisé sur le site. Un travail qui a démarré il y a une quarantaine d'années, donc nos concerts aussi qui ont démarré dans les années 80. Je veux dire tout ce travail qui peut être fait aussi au CIAV. Donc c'est un aboutissement et c'est super de voir qu'une ministre se déplace en milieu rural. Je crois que c'est important que la ministre vienne prendre connaissance un peu de tout ce travail réalisé et puis rencontrer un peu les équipes qui sont là depuis de nombreuses années. Depuis que ce projet est né dans nos têtes, il y a 10-15 ans, on en a rêvé de ce jour. Et c'est vrai qu'il est enfin là. C'est vrai que c'est peut-être le projet d'une vie parce qu'il y a beaucoup d'abnégation, d'investissement de temps, d'énergie, que ce soit les bénévoles, les salariés, les élus, les partenaires. Et aujourd'hui, que Madame la Ministre, les présidents de région, de département, de la communauté de communes, tous les partenaires soient là, je trouve franchement que ça a de la gueule, quoi. C'est que ça finit une belle aventure. Et quand je dis fini, vous vous doutez bien que c'est jamais fini à Meisenthal, l'histoire continue et qu'on est peut-être là à l'aube d'une nouvelle ère qu'on espère généreuse et partagée. Je crois que c'est la reconnaissance face à un territoire qui s'est organisé, face à un territoire qui est en résilience, face à un territoire qui aujourd'hui a investi dans l'économie, dans la culture et qui a toujours souhaité avoir une approche culturelle. Je crois que c'est important. Et puis la visite du ministre, c'est évidemment une grande fierté pour le territoire. C'est aussi la capacité pour la ministre de mesurer aujourd'hui le besoin des territoires ruraux, ce besoin d'avoir un accompagnement fort de l'État. On reste dans le domaine de la culture, mais on change de sujet. Depuis jeudi soir, le festival du film arabe de Famec s'est invité au Cinéma Forum de Sarreguemines. Quelques projections de la 33e édition du festival sont à nouveau délocalisées dans la cité faïencière. Jusqu'au 18 octobre, vous pourrez découvrir 5 films à l'affiche. Morane Grancola a assisté à la soirée d'ouverture. La 33e édition du Festival du film arabe de Famec a été officiellement ouverte jeudi soir. Nous ne sommes pas à Famec, mais bien à Sarreguemines, car depuis plusieurs années maintenant, le festival se délocalise dans la cité faïencière. C'est une des rares villes qui délocalise avec autant de programmation à Sarreguemines. Et en tout cas pour ma part, ça fait 5 ans, c'est la 6e année maintenant que je participe au festival. Et puisque c'est un festival aussi qui se déroule sur Famec, et c'est très chouette pour tout le monde d'avoir une programmation locale.
Cette soirée d'ouverture a attiré le public venu en nombre pour cette première projection du film Le Dernier Piano. L'ensemble Elhuns a animé la soirée en musique pour nous plonger dans l'ambiance. Grâce à la participation du CMSEA, du Foyer de Beau Soleil, du Centre socioculturel, de l'Université populaire, des cinémas forums et de la ville de Sarreguemines, un bout du festival peut se tenir ici chaque année. Du 6 au 18 octobre, vous pourrez découvrir 5 films issus de la programmation du festival dans les salles des cinémas forums, dont un film d'animation pour jeunes publics. Et la projection des prévisions météo, c'est tout de suite sur Mosaïque Cristal et on se retrouve juste après pour plus de sport. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le matin, le ciel est voilé à couvert sur l'est du département. La couche nuageuse se déchire peu à peu pour laisser place à de belles éclaircies l'après-midi. Le thermomètre indique 10 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Firmin. Le soleil se lève à 7h50 et se couche à 18h54. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département? Our Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. Our Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Le 15 octobre, la salle des fêtes de Rallin accueille le mélange du jazz et de la chanson traditionnelle ukrainienne avec le Fuse Jazz Quartet. Une musique sensible, vivante, douce et imprévisible. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Allez, c'est l'heure de plus de sport sur Mosaïque Cristal avec David Orès. Et on démarre avec le foot. Pas de match de championnat ce week-end. L'AES qui a été éliminé par le SFC en Coupe de France jouait le 3e tour de la Coupe du Grand Est. Un match à domicile face à Nousvillers, un club qui évolue dans le même groupe que les Beacherlaner en Régional 2. Une rencontre qui s'est soldée par la défaite de l'AES 3-2. Et David, lundi dernier, tu nous annonçais aussi que le SFC continuait en Coupe de France. Alors ça s'est passé comment? Oui, Julia, pour le SFC, c'était le 5e tour de la Coupe de France. Les Fayenciers se sont déplacés en Alsace hier pour affronter le FC Mauterne, un club de D1, soit 3 divisions en dessous du SFC. Les Sarregueminois l'ont remporté 3-1 et se qualifient donc pour le 6e tour. Ça devient sérieux, Julia. Alors 6e tour qui aura lieu quand et contre qui? Pas de répit pour les clubs qualifiés puisque le 6e tour aura lieu ce week-end. En revanche, on ne connaît pas encore le prochain adversaire du SFC. Le tirage au sort aura lieu dans la semaine. À noter qu'à partir du 7e tour, ce sont les clubs de Ligue 2 qui font leur entrée dans la compétition. Et on espère que le SFC sera bien sûr toujours dans la course. En Coupe de France, toujours, l'AS Neunkirch a aussi joué ce week-end.
Exactement, et c'est sans doute la rencontre la plus intéressante du week-end puisque le club sarregueminois recevait l'US Sarre-Union. C'était samedi soir. Sarre-Union évolue en National 3, 3 divisions au-dessus de Neunkirch. C'est un petit peu David contre Goliath, mais David a tenu tête à Goliath puisque l'AS Neunkirch a seulement perdu 2-0. Une très belle performance pour le club qui jouait pour la première fois ce 5e tour de Coupe de France. Nous avons couvert la rencontre. Voici le résumé de Thibaut Desmerlet. L'AS Neunkirch a fait son bonhomme de chemin en Coupe de France, mais s'est heurté à plus fort que lui pour le 5e tour. L'équipe de Sarre-Union, ici en bleu, évolue en National 3 et n'a fait aucun cadeau. Elle a dominé pendant toute la première mi-temps et a marqué son premier but très tôt dans la rencontre. L'AS Neunkirch, ici en blanc, a du mal à aller dans le camp adverse. La pression ne se relâche pas et Sarre-Union marque son second but. En deuxième mi-temps, Neunkirch s'est montré plus combatif et a réussi à se créer des percées dans le camp de Sarre-Union. Mais aucun but n'a été marqué des deux côtés. Ce match a représenté un challenge pour les hommes d'Eric Becker. Forcément difficile, on a joué une belle équipe de N3, Sarre-Union, qui est un des cadors de la région. Et forcément, très difficile pour nous, mais voilà. Les joueurs quittent la Coupe de France sans aucun regret. Il n'y a pas de regret sur la fin de match, on a tout donné. Je suis fier de mes gars, franchement, ils ont fait un super match. Il n'y a rien à dire, on s'est tous battus comme des guerriers. C'était 16 guerriers aujourd'hui, même 17, 18 avec le staff. L'enjeu était aussi de se faire plaisir. Pour nous, c'était dans un premier temps prendre du plaisir, faire une belle fête de football ici au stade de Neunkirch. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer le 5e tour de Coupe de France, c'est une première dans l'histoire du club. Ce n'est pas fini pour le club, la saison continue en Régional 3. Merci Thibaut. Fin de l'aventure donc en Coupe de France pour l'AS Neunkirch. Ce match était aussi l'occasion de faire le point sur le début de saison avec le coach Eric Becker. On l'écoute. Toute première question, comment se passe ce début de saison pour l'AS Neunkirch ? On a un début de saison, comme je l'ai déjà dit, un petit peu, on va dire assez honorable, dans le sens où on a gagné une fois, on a perdu une fois on a fait match nul. Avec des hauts et des bas, tout simplement, avec un groupe qui est très jeune, qui ne demande qu'à apprendre, donc qui est encore perfectible. Et l'objectif du club, il est tout simple, c'est d'essayer de jouer cette première partie de tableau. Et puis un parcours en Coupe de France, et pour l'instant, c'est chose de faite. Et le niveau R3, il est relevé cette année ? Pour l'instant, les premiers matchs, on peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas un petit peu dans toutes les équipes, donc c'est difficile de dire si les relever. On a encore des grosses équipes à jouer. Je pense que des équipes comme RAEP aussi, on va faire certainement jouer le haut de tableau. Donc je pense qu'il y aura un groupe qui sera en tout cas très intéressant à jouer. Et donc l'objectif c'est quoi ? Vous prétendez à la montée du coup ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si on arrive à terminer dans la première partie de tableau, ce sera déjà très bien pour cette première saison. Et dernière question, comment se porte le club en termes d'effectifs, de recrutement, comment il se porte ? Le recrutement était correct. C'est vrai qu'on n'a pas on ne peut pas recruter comme le font peut-être d'autres clubs, parce qu'il n'y a pas de budget pour le faire tout simplement. Et le groupe vit bien, même s'il y a des petits soucis comme un petit peu dans tous les clubs. Mais au niveau quantité, le club aura assez de joueurs pour jouer sur les deux tableaux, en équipe 1 et en équipe 2. Donc c'est le maintien pour les deux équipes. Merci encore Thibaut d'avoir recueilli ces propos. On souhaite bien sûr une très belle saison à l'AS Neunkirch. Alors après ce large tour d'horizon, c'est tout pour le foot pour aujourd'hui ? Oui, on sort maintenant les raquettes pour parler tennis de table. Ce week-end, c'était la 2e journée de championnat en GE1, le premier niveau régional Grand Est. Rohrbach-Bina recevait Ancerville à domicile. Une victoire au bout du suspense. Les pongistes du club Rohrbach-Bina ont dû attendre le tout dernier match pour remporter leur rencontre. Un résultat positif qui conforte les ambitions du club local. En effet, les joueurs de tennis de table ont l'intention de terminer dans le trio de tête du championnat. Un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Et c'est ainsi que la partie s'achève. Poussé à la faute par Jordan Mertz, Julien Massini perd le point. L'équipe Fagnon du club de tennis de table Rohrbach-Bina remporte ainsi son premier match de la saison en championnat. Il fallait la chercher face à une équipe plus homogène que nous. On a notre joueur numéro 3 qui fait 3 gros matchs et ramène 3 victoires. Donc je suis très content de sa performance aujourd'hui. C'était un très beau match. Félicitations en effet à Nicolas Bossler qui a donc à lui seul remporté 3 points sur les 8 obtenus par le club de tennis de table de Rohrbach-Bina.
Le capitaine Jordan Mertz n'a pas déçu lui non plus. Je ramène 3 victoires, c'était un petit peu compliqué parce que contre des joueurs plus faibles, il faut toujours rester concentré et lucide parce que forcément ils ont un peu rien à perdre. Après David qui fait beaucoup de 5-7, c'est dommage. Bruno c'est pareil. On va essayer de s'entraîner et de faire au mieux, quoi. Le club du Pays de Beach a aussi remporté les 2 doubles, mais la victoire aurait encore pu être plus nette. Repêché in extremis cette année en GE1, niveau régional Grand Est, suite au forfait de Villers-les-Nancy, le club de Rohrbach-Bienin a des ambitions élevées cette année. On va essayer de chercher les 3 premières places. On a 2 joueurs, nos 2 plus faibles joueurs, ils étaient beaucoup mieux classés à l'époque et ils ont retrouvé leur niveau de jeu d'avant. Donc sur le papier, on ne fait pas peur, mais je pense qu'une fois qu'on va jouer, ça va être autre chose. Il faudra néanmoins s'adapter à des difficultés d'emploi du temps car 2 joueurs de l'équipe travaillent de manière postée et la poule dans laquelle le club évolue n'est pas forcément adaptée pour les joueurs du Pays de Beach au niveau géographique. On a 4 matchs à l'extérieur, 3 à domicile et on n'a que des gros déplacements. Le premier déplacement, on a fait 380 km pour aller faire un match, donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, on fait avec et puis on va tout donner. Dans le cadre de la 3e journée du championnat, les pongistes de Rohrbach-Bienin se rendront en Haute-Marne à Eurville-Bienville, commune située à plus de 200 km de Rohrbach. Merci Guillaume et Julia donc pour ce reportage. Championnat toujours, mais on troque la balle pour le volant avec le Sarreguemines Badminton Club. Pour cette 2e journée en National 3, les Fayenciers ont affronté Nancy-Villers à l'extérieur et ont remporté leur première victoire 5-3. Une rencontre très bien entamée par le SBC qui remporte les 3 premiers points avec des victoires en double homme, simple dame de Roman Leclerc et simple homme de Théodore Eisele. Les Sarregueminois concéderont le second simple homme avant de remporter à nouveau le simple dame d'Alicia Scheuzer ainsi que le double dame. En fin de match, le SBC perd ses 2 matchs en double mixte, ce qui offre le bonus défensif à Nancy-Villers. Bonus défensif, Kezako, je pense qu'il faut que tu l'expliques pour nos téléspectateurs. En fait, Julia, c'est simple, c'est un point supplémentaire accordé à l'équipe qui perd le match lorsqu'il y a le plus petit écart possible au niveau du score, soit 5-3. Ça a donc un impact direct, évidemment, sur le classement. Avec 7 victoires, le SBC est 3e de son groupe sur 6 équipes. Donc, milieu de tableau. Ce week-end, c'était aussi la 2e journée pour le basket ? Exactement, notamment pour la poule B de pré-régional où évolue l'Asso Basket Sarreguemines. 2e journée et 2e défaite malheureusement pour le club sarregueminois. Les Loups Alpha avaient la victoire au bout des doigts mais ils se sont inclinés dans les toutes dernières minutes face au CSJ Oni. Résumé de la rencontre avec Marie-Morgane Pires. Ils avaient le match en main. Durant les 3 premiers quarts-temps, les Loups Alpha, l'équipe senior de l'Asso Basket de Sarreguemines, menait au score face à Oni. Même si le résultat était très serré tout le long de la rencontre, Sarreguemines a toujours pris le dessus jusqu'au dernier quart-temps. L'équipe adverse inverse la tendance et remporte finalement le match 56-61. C'est 2-3 détails, les pertes de balles à la fin et puis la bataille au rebond, je pense. Même si on a dominé la grande partie du match, à la fin, on l'a payé cash, les efforts physiques. On perd de peu, dommage. On démarre mal la saison avec 2 défaites. Il va falloir se reprendre à l'entraînement et gagner le prochain match. Du côté des effectifs, l'équipe est la même que la saison passée, avec une recrue, Théo, arrivée en début de saison. En juillet, l'équipe des Loups Alpha a été promue en niveau supérieur et évolue maintenant en pré-régional. L'objectif majeur pour elle cette année, le maintien. Pour cela, il faudra redoubler d'efforts pour remporter les prochains matchs et quitter le bas du classement. Continuer à bien défendre, ça va être l'objectif, et ensuite se projeter vite vers l'avant. Prochain match des Loups Alpha, dimanche à Montigny-lès-Metz pour la 3e journée de championnat. Merci Marie-Morgane pour ce résumé. On quitte les sports d'équipe pour parler course à pied. Notre champion local a à nouveau fait parler de lui. Julia, je parle bien sûr de... Au hasard, Yann Schrub. Et tout à fait au hasard, exactement. Le coureur de l'ASSA a remporté hier les 20 km de Paris avec un chrono de 58 minutes et 3 secondes. Je pense que si je fais la moitié de cette distance dans le même temps, ce sera déjà une performance pour moi. C'était la 44e édition de la course qui réunit 21 000 coureurs. C'est énorme. Une course qui devait servir d'entraînement en fait pour Yann Schrub, mais qui s'est finalement transformée en nouvelle performance. Il a l'habitude de nous surprendre maintenant. C'est le 2e Français à remporter cette compétition, après Morad Andouni en 2001. Prochain rendez-vous pour le champion dimanche aux 10 km de Sarreguemines.
Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur les 10 km de Sarreguemines qui se profilent? Oui, Julia, la course aura donc lieu dimanche. Départ à 10h à l'avenue de la Blise. Elle est organisée par l'association Cannes de Sarreguemines. Courez avec nous. C'est un parcours urbain sur sol dur. Il y aura 2 départs pour éviter trop de bousculades. Un départ pour les coureurs qui visent les moins de 50 minutes et un pour les autres à 3 minutes d'intervalle. Pour s'inscrire, il faut avoir au minimum 16 ans et présenter un certificat médical. Pour les mineurs, une attestation des parents suffit. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi midi et s'élèvent à 12 € par personne. Julia, tu peux donc encore t'inscrire. Alors moi j'ai surtout des proches qui participent aux 10 km de Sarreguemines, je vais me contenter d'être supporter. On enchaîne avec quelle discipline, David ? Écoute, on l'a évoqué il y a 2 semaines, le Raid Sarre-Moselle, une course qui réunit 3 disciplines, le VTT, la course à pied et le canoë-kayak. Alors pourquoi est-ce que je reviens dessus? Pour vous parler du canoë-kayak. À Großbiedersdorf, une association propose cette activité, c'est le canoë-kayak Val-de-Sarre. Le club évolue en National 2 et réunit toutes les générations. Un sport peu conventionnel que j'ai voulu découvrir à mes risques et périls. C'est le test de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Großbiedersdorf sur le chemin de halage, derrière moi le canal des Houillères. On va parler d'un sport un peu exotique aujourd'hui, on va faire du canoë-kayak avec le club Val-de-Sarre. Je suis avec Alain, le président du canoë-kayak Val-de-Sarre. Alain, est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club? Quand est-ce que ça a commencé? Le club il a commencé en 2005. On a repris un vieux bâtiment et entre une bande de copains, on a décidé de faire le club de canoë-kayak, de reprendre l'activité qui avait été arrêtée pendant plusieurs années. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 90 licenciés. On a le pont, la frontière là juste à côté. Vous travaillez aussi avec les Allemands? Oui, on est partenaire avec le club de Saarbrück depuis une dizaine d'années. On partage les entraînements, on partage le matériel et les bénévoles, parce que tout le monde manque de bénévoles. On organise des compétitions transfrontalières. Donc début septembre, il y a eu le championnat du sud de l'Allemagne, mais nous on a fait un championnat départemental. Donc nos jeunes licenciés, ils courent sur les 2 courses. Ok. Des projets pour le club? Il y a toujours le gros projet qui est en cours depuis plus d'une dizaine d'années, c'est la création d'un bassin de slalom pour faire des compétitions nationales. Il est en cours d'études et c'est la casque qui cherche le maître d'œuvre à l'heure actuelle. Je suis avec Angélique. Angélique, tu n'es pas membre du canoë-kayak Val-de-Sarre, mais tu fais quand même du canoë-kayak ici. Effectivement, oui. Donc je prépare le raid Sarre-Moselle, je veux dire. Donc j'aime bien venir effectivement ici, donc m'entraîner pour ce raid. Et qu'est-ce que tu penses du canoë-kayak justement? C'est hyper ludique. Une fois qu'on a commencé à en faire, on prend beaucoup de plaisir. Donc les mouvements au départ c'est compliqué parce qu'on n'avance pas du tout. Une fois qu'on est synchro, on glisse sur l'eau, on a une liberté de mouvement, une liberté d'esprit, c'est hyper agréable. Bon, pour faire du canoë-kayak, il faut quand même une petite tenue, alors je vais me changer, à tout de suite. C'est bon, je suis prêt, il manque plus que la pagaie. Alors, une main sur la pagaie, le bateau, une main sur la pagaie, l'embarcadère. Tu lèves les fesses, un pied, 2 pieds, et c'est embarqué. Hop là, guys. Hop là, guys, oui. J'ai déjà les fesses mouillées, ça promet. Maintenant, on y va. Pagaie à droite pour la gauche et à gauche pour la droite. Toujours le creux de la pagaie vers toi. Le creux de la pagaie vers moi. Voilà. Merci.
pas. Et on est en eau calme. Ok, là on arrive en eau vive, donc on va descendre le bassin. Donc un premier temps, il y aura Alain, il va se mettre en haut de la digue pour diriger ton bateau. Je serai en bas en sécu pour te récupérer au cas où tu baignes. Première chose, tu vas descendre la digue. En bas dans le bouillon, tu vas commencer à pagayer. Tu vas revenir dans le contre-courant. Si ton bateau il bascule, tu redonnes un petit coup de hanche pour te remettre à plat. Et ensuite, on va descendre plus bas sur des eaux plus douces pour toi, qui débutent, et ça ira mieux. Hein. Donc, tu vas apprendre les bases. Je suis pas très rassuré. Bah si, ça va aller. J'ai des gamins de 6 ans qui le font. Karel vient de me faire un exercice, une reprise de courant. Le principe, c'est que je penche mon bateau avec les fesses pour éviter que le courant rentre dans le bateau et je prends un petit peu de vitesse. C'était pas mal, pas évident quand même. vers moi et tu prends la vitesse. Pagaie vers moi, pagaie vers moi. Pagaie vers moi. On va aller à Sarrebruck. Au revoir. On se retrouve à Sarrebruck, hein, commande-moi une bière. David est en perdition. On ne sait pas si on va pouvoir le récupérer. Je pense qu'il est parti vers Sarrebruck. Adieu. Bah merci Thibaut. Bon, c'est vrai que j'ai perdu le contrôle, mais Karel est finalement venu à mon secours et on a pu débarquer. Oh. Sensation garantie, et en plus Karel n'a aucune pitié. Eh, ton bateau? Oui, mon bateau. Il va pas monter tout seul. Et voilà une expérience originale aujourd'hui avec le canoë-kayak Val-de-Sar, un sport proche de la nature où plaisir et détente règnent. Si ça vous intéresse, vous pouvez les contacter aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Et David n'a pas pris le bouillon, bravo, on le retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures sportives. Moi je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque Cristal, très bonne journée à tous.